Si deux états consécutifs dans un processus réactionnel sont proches en énergie, alors leur interconversion, c'est-à-dire le passage de l'un à l'autre, n'entraîne qu'un faible changement de structure. On va voir comment appliquer ça dans le cas d'une réaction qui est sous contrôle cinétique et qui peut conduire par deux voies concurrentes, par deux chemins concurrents, deux chemins réactionnels concurrents, à deux produits P1 et P2. Donc ici, on part d'un même réactif R, et on va supposer que par deux étapes, il peut nous conduire soit au produit P1 avec un intermédiaire réactionnel 1, soit au produit P2 avec un intermédiaire réactionnel 2. Et on suppose que les intermédiaires réactionnels sont très hauts en énergie, donc l'étape cinétiquement déterminante sera la première étape. Donc l'étape cinétiquement déterminante est la formation des intermédiaires réactionnels pour chacune des deux voies possibles. Je vais dessiner le profil réactionnel correspondant à cette réaction. Et pour plus de clarté, je vais mettre le réactif au milieu et vers la droite le chemin 1 et vers la gauche le chemin 2. Donc je vais supposer que je pars de mon réactif ici au milieu et a priori on verra que la stabilité autour d'un état en général peut être représentée par une parabole. Et donc si on a une parabole comme ceci qui nous représente la vallée de la stabilité autour du réactif, l'intermédiaire réactionnel 1 va être par exemple ici, avec lui aussi une vallée ici, et puis ensuite un produit qui sera ici dans une vallée des produits P1. On retrouve bien ici donc notre chemin réactionnel qu'on va pouvoir tracer comme ceci, qui suit à peu près mes trois paraboles, pardon. Et donc la facilité de la réaction sera reflétée par son énergie d'activation, ici, qui est la différence d'énergie entre le réactif et l'état de transition ET1, ici, qui conduit au premier intermédiaire réactionnel. Et de la même façon, je vais pouvoir de l'autre côté tracer le chemin réactionnel qui conduit au produit P2 en passant par un intermédiaire réactionnel 2 que je vais supposer ici plus stable et puis finalement au produit P2 ici. Et donc je vais avoir ici mon deuxième chemin réactionnel qui me conduit au produit P2. La position de P1 et de P2 par rapport à R est peu importante. Savoir s'ils sont plus ou moins stables, vous allez voir que ça n'intervient pas. Et donc, par contre, si je veux comparer mes deux chemins, il va falloir que je compare ici l'énergie d'activation nécessaire pour réaliser la deuxième voie aussi, ici. Et donc à nouveau, ici, l'étape cinétiquement déterminante, ici c'est la première étape. Il est beaucoup plus facile de faire ici la deuxième étape. Alors, je vais peut-être pas très bien dessiner ici la fin de mon chemin. Je vais peut-être le redessiner un tout petit peu mieux. Il y a bien ici une deuxième bosse, voilà, avant de redescendre ici. Mais cette deuxième énergie d'activation est beaucoup plus faible que la première ici. Donc de ce côté-là, on a le premier chemin réactionnel qui correspond ici à ce chemin ici. Et de l'autre côté, on a, allant vers la gauche, le chemin réactionnel qui conduit au deuxième produit P2. La question, c'est de savoir si P1 ou P2 sera majoritaire sous contrôle cinétique.
Donc, ici, le postulat de Hammond va venir intervenir pour nous dire que l'état de transition, ET1 et ET2, vont être très proches respectivement en énergie de l'intermédiaire réactionnel 1 et de l'intermédiaire réactionnel 2. Donc, ils vont leur ressembler structurellement. Ce qui veut dire que si l'intermédiaire réactionnel 2 est stabilisé par rapport à l'intermédiaire réactionnel 1, alors l'état de transition 2 sera aussi stabilisé par rapport à l'état de transition 1. Et donc l'énergie d'activation 2 sera plus faible que l'énergie d'activation 1. Donc le postulat de Hammond me permet ici de comparer mes énergies d'activation à partir de la comparaison des énergies des intermédiaires réactionnels. Les intermédiaires réactionnels, je saurais dessiner leur structure, donc je peux les comparer. Les états de transition, je ne sais pas les dessiner en général. Donc, comme je ne sais pas les dessiner, je ne peux pas comparer leurs énergies. Et donc, je vais relier les énergies des états de transition à celles des intermédiaires réactionnels grâce au postulat de Hammond. Et en comparant les stabilités des intermédiaires réactionnels, je peux comparer les stabilités des états de transition et donc comparer les énergies d'activation. C'est ce qui vous est détaillé ici. Donc, si la première étape est très endothermique, c'est-à-dire que ça demande beaucoup d'énergie ici pour aller former les intermédiaires réactionnels, c'est la même chose que d'écrire ici que les intermédiaires réactionnels sont très hauts en énergie. Alors, l'état de transition est proche en énergie de l'intermédiaire de réaction et donc lui ressemble. Donc, si IR2 est plus stable que IR1, alors l'état de transition 2 sera plus stable que l'état de transition 1 et donc les énergies d'activation seront avec l'énergie d'activation 2 inférieure à l'énergie d'activation 1. En utilisant la loi d'Arrhenius, on a donc K1 inférieur à K2. Ce qui veut dire que l'intermédiaire réactionnel 1 se formera plus difficilement, l'intermédiaire réactionnel 2 plus facilement, et donc sous contrôle cinétique, on aura majoritairement de l'intermédiaire réactionnel 2 qui va se former, et donc le produit 2 qui sera majoritaire. Sous contrôle cinétique, on obtient majoritairement le produit qui se forme le plus vite, et donc qui passe par l'intermédiaire réactionnel le plus stable. Donc c'est en analysant la stabilité des intermédiaires de réaction qu'on analyse les vitesses de réaction. Et comme je vous l'avais dit, la stabilité des produits n'intervient pas ici. La stabilité de P1 et de P2 n'intervient pas dans le raisonnement. Je vous ai mis attention, ce raisonnement n'est vrai que si c'est l'étape de formation de l'intermédiaire réactionnel qui est l'étape cinétiquement déterminante, ce qui était bien le cas ici. Voilà pour ce premier exemple.